Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va aujourd'hui? J'espère que cette semaine raccourcie avec le lundi de férié pour une majorité d'entre vous se passe pour le mieux. On se retrouve pour l'épisode 15 de Ensemble Impactons Demain, suite de l'épisode 14 sur le GIEC, et aujourd'hui je vais te présenter les points importants à retenir de ce rapport de synthèse qui est sorti en mars 2023, donc il y a à peine un mois et demi. Il faut savoir, comme je te l'ai dit la semaine dernière, que le GIEC fonctionne par cycle. 3 rapports spécifiques sortent durant ce cycle et un rapport de synthèse vient finaliser ce cycle. Nous sommes à la fin du 6e cycle du GIEC et je te présente aujourd'hui les informations les plus importantes à retenir de ce rapport de synthèse. Alors c'est parti, qu'est-ce que nous dit ce nouveau rapport? D'abord, je te rappelle que le GIEC il a publié tout un cycle de rapports entre 2021 et 2022. Le premier, c'était en août 2021, et c'était sur l'état du changement climatique avec les éléments scientifiques. Ensuite, en février 2022, il a publié un deuxième rapport sur les impacts du changement climatique sur la nature et les êtres humains, et l'atténuation des changements climatiques de manière générale. Comment les atténuer? Et puis, le troisième rapport qui lui date de avril 2022, c'était sur les solutions et sur l'impact et l'adaptation et la vulnérabilité au changement climatique. Ces 3 rapports-là sont sortis en 2021 et en 2022. Et en mars 2023, le GIEC nous a fait un rapport de synthèse. Il publie la synthèse de ces 3 rapports. Et l'objectif de cette synthèse, ce n'est pas forcément de partager des nouveaux éléments sur le changement climatique, mais c'est plutôt de mettre en valeur les conclusions des précédents rapports en organisant dans un récit qui soit compréhensif et cohérent par le plus grand nombre. C'est donc en fait l'occasion de découvrir l'entièreté du travail du GIEC et ça a même été, on va dire, prémâché pour toi, quoi. Alors le constat du GIEC, c'est quoi? Il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil, si on veut. L'excès de gaz à effet de serre, tu sais, ces gaz qui se mettent dans l'atmosphère et qui réchauffent la planète, eh bien, c'est principalement émis par les humains et ça entraîne une hausse de la température à la surface de la Terre. Aux alentours de 2011 à 2020, les relevés montrent une augmentation de plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. On en a parlé la semaine dernière. Alors, c'est pas fini. Le problème, c'est que cette hausse de température, elle va se poursuivre tout au long du 21e siècle, avec des variations en fonction des scénarios de si on arrive ou pas à limiter le réchauffement. Et aujourd'hui, avec les scénarios qui sont prévus, le GIEC estime qu'on se dirige plutôt vers un scénario à plus 3,2 degrés à la fin du siècle en 2100. Plus 3,2 degrés. Le problème, c'est que ce réchauffement climatique, il provoque des phénomènes météorologiques qui sont assez importants. Canicules, sécheresses, enfin bref, des extrêmes dans toutes les régions du monde. Et en plus, ça a plein d'impacts négatifs sur la nature et sur nous, les êtres humains. Il y a quelqu'un qui avait dit, j'ai lu dans un post dernièrement, faut arrêter de s'inquiéter pour la planète. Quoi qu'il se passe, la planète, elle sera là. Elle risque simplement de nous éjecter, mais c'est pas elle qui va en souffrir. Bien sûr que les écosystèmes sont impactés par tout ça, que l'activité humaine impacte l'environnement, mais c'est pas la planète qui est en danger, c'est l'espèce humaine. Parce que la planète, au pire, elle nous évacuera et puis elle reprendra son cycle comme elle l'a fait depuis des millions d'années. Voilà. Une fois cette petite parenthèse terminée, je reviens sur l'injustice ultime du changement climatique dont je t'ai parlé déjà la semaine dernière. Les populations qui ont historiquement émis
le moins de gaz à effet de serre, bah, en fait, c'est celles qui subissent le plus les impacts négatifs du changement climatique. Et donc ça, bah, c'est quelque chose qui ressort très fort dans le rapport du GIEC. Certains de ces impacts, ils peuvent pas ou ils pourront plus être évités. On prend par exemple le niveau de la mer qui a déjà commencé à augmenter et qui, dans tous les cas, pendant les 2000 prochaines années, va continuer à augmenter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber et laisser faire. Parce qu'en agissant maintenant contre le changement climatique, bah, ça permet de limiter au maximum en fait les dégâts, même si on ne pourra pas tout éviter. Si on limite le réchauffement comme c'est prévu à 1,5 degré, ce qui est l'objectif, eh bien le niveau des mers il augmentera de 2 à 3 mètres. Alors que si on le laisse passer à 2 degrés, ce réchauffement, à ce moment-là, on aura une augmentation de 2 à 6 mètres pour un réchauffement de 2 degrés. Alors imagine, pour un réchauffement, comme je te l'ai dit, par rapport au scénario actuel de 3,2 degrés, eh bien, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, si on ne parvient pas à réduire les émissions futures, on pourrait assister à une élévation supplémentaire de 0,5 à 1,5 mètres, soit un total de 1,1 à 2,1 mètres de plus du niveau de la mer d'ici la fin du siècle. Alors, ce qui est top dans ce rapport, bah, c'est qu'il y a des solutions. Et le GIEC nous dit, OK, la première solution, elle est simple, il n'y a rien d'extraordinaire, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Il faut arrêter d'émettre le CO2, le méthane, tous ces gaz qui contribuent à l'effet de serre. Parce que c'est eux qui sont à l'origine du problème finalement. Et toutes les 1000 gigatonnes de CO2 émises, eh bien la température sur Terre, elle augmente en moyenne de 0,45 degrés. Donc le GIEC, il a fait le calcul rapidement et il nous reste à peu près un budget, si on veut, une réserve comme ça de CO2 d'environ 500 gigatonnes pour avoir une chance sur deux de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Alors, c'est pas beaucoup, 500 gigatonnes, sachant qu'en 2022, l'humanité a émis environ 40 gigatonnes. Donc si tu fais le calcul, eh ben, il nous reste un peu plus de 10 ans, une grosse dizaine d'années, disons, à ce rythme-là, avant d'atteindre eh bien, les 1,5 degrés de réchauffement. On avait comme objectif, suite à la COP 21, de limiter le réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle. Aujourd'hui, le GIEC nous dit qu'on est plutôt dans un scénario de 3,2 degrés par rapport à où on en est aujourd'hui. Et on se rend compte que l'objectif visé pour la fin du siècle, eh bien, il risque d'être atteint avant 2040 si on continue sur la même lancée. Mais même si on franchit finalement cette barre symbolique des 1,5 degrés de réchauffement, bah, tout n'est pas perdu. On pourrait même revenir à ce niveau-là si on fait des efforts énormes en atteignant des émissions négatives de CO2 à l'échelle mondiale. Des émissions négatives, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire comme tu sais, ces maisons qu'on appelle les maisons à- comment dire, à consommation d'énergie basse, qui étaient BBC, il y en a même qui sont à consommation négative, c'est-à-dire qu'elles consomment plus de CO2 qu'elles n'en produisent. Eh bien, c'est la même chose pour la planète. Alors, pour les maisons, on parle de l'énergie, c'est-à-dire qu'on consomme moins d'énergie qu'on en produit. Eh bien, pour la planète, c'est de consommer moins de CO2, plus de CO2 qu'on en produit. On absorberait tout le CO2 qu'on produit et même plus de CO2 que ce qu'on produit. Et ça, pour ce faire, bah, il y a des choses qui existent, hein. Ça se fait entre autres en installant ou en préservant bah, des outils qui absorbent le CO2. Et il y en a qui existent déjà qui s'appellent les forêts ou les océans, qui sont des absorbeurs de CO2 énormes et naturels. Et donc, bah, eux, si on arrive à les préserver, eh bien, le GIEC nous précise d'ailleurs qu'il faudrait préserver au moins 30 à 50% des terres, des océans et des sources d'eau douce de la planète pour être plus résilient. Alors, c'est un mot qui fait peur, la résilience. On en a parlé aussi avec la sobriété. C'est des mots qui font peur actuellement. Malheureusement, il va falloir quand même aller de l'avant parce qu'on n'a pas beaucoup de choix devant nous. Alors comment on peut émettre moins de gaz à effet de serre? En fait, ça passe par la combinaison de plusieurs mesures et le GIEC, il est très clair là-dessus. La mesure miracle, elle n'existe pas. Il n'y a pas une seule mesure qui va réparer tout ce qui s'est passé, c'est un cumul de mesures. Par exemple, pour le secteur des transports, bah, il faut se tourner à la fois vers des biocarburants,
Il faut aussi utiliser des petits véhicules électriques. Et puis, il faut aussi également changer l'aménagement des villes pour que les logements ils soient moins loin des lieux de travail. Il faudrait encourager tout ce qui est mobilité douce, la marche, le vélo, et puis bien sûr développer tout ce qui est transport en commun. Il y a des solutions pour atténuer le réchauffement, il y a des solutions qui peuvent être mises en place rapidement, et en plus, on a les connaissances, on a les outils, et on a les capitaux pour relever ce défi. Est-ce que tu sais que les financements publics et privés pour les combustibles fossiles, ils sont plus importants que ceux pour l'action climatique? Résultat, il y a une solution qui est assez simple. Il suffit de supprimer les subventions pour les combustibles fossiles et de les réattribuer à l'action climatique. Et ces sources d'énergie plus propres, en plus, elles permettraient à la fois de réduire les émissions, mais aussi les inégalités et d'améliorer la qualité de l'air. C'est ce qu'on appelle des co-bénéfices. Ce qui se passe, c'est que on n'a pas le choix. Sur le moyen long terme, on va devoir, on est dans l'obligation même, d'abandonner les énergies fossiles et d'investir dans des énergies renouvelables. Pour ça, il y a deux raisons principales. La première, c'est celle que je t'ai citée. Arrêtons de produire des gaz à effet de serre, et les énergies fossiles contribuent grandement à ces gaz à effet de serre. Mais la deuxième, c'est aussi que les énergies fossiles, comme leur nom l'indique, elles sont fossiles, elles sont limitées. Il n'y a pas une ressource illimitée d'énergie fossile, et il y a même certains chercheurs, certaines personnalités qui estiment qu'on a déjà épuisé la très grande majorité, par exemple, du pétrole depuis 2008. Il semblerait qu'on soit dans un pic descendant de production parce que, eh bien, on arrive vers la fin du pétrole traditionnel, selon un certain nombre de spécialistes. Donc, on va être obligé, l'humanité, quand je dis on, c'est l'humanité, qui va être obligée de se passer des énergies fossiles et de trouver d'autres choses. Alors, on a commencé avec les énergies renouvelables, et ce que nous dit le GIEC, c'est qu'à court terme, et quand on parle de court terme, je te parle de 2030, tu vois, le solaire et l'éolien, ça représente le plus fort potentiel de réduction des émissions de CO2 pour un coût qui est très peu élevé. En investissant massivement dans l'éolien et dans le solaire, le coût financier est très peu élevé et nous permet une très grosse économie d'émissions de CO2. Et donc, il va falloir forcément essayer de se passer de plus en plus de la voiture, de l'avion, des emballages plastiques, adopter la marche, le vélo, des petites voitures électriques, manger moins de viande parce que ça a un impact assez fort, et investir massivement dans les énergies renouvelables, dans la rénovation énergétique et dans l'aménagement de transports en commun efficients et accessibles au plus grand nombre. Et pour ça, il va falloir une action politique qui soit forte. C'est indispensable pour effectuer cette transformation en accompagnant tout le monde en fait. Et une réduction de la demande, elle permettrait une baisse des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui serait comprise entre 40 et 70% d'ici 2050. Alors, cumuler toutes ces mesures d'atténuation, elles permettraient d'éviter chaque année environ 6 gigatonnes de CO2 selon le GIEC. Alors, c'est pas énorme, hein, mais au moins, c'est un début. Par contre, comme je te l'ai dit, hein, toutes ces mesures, elles ont aussi plein d'autres effets positifs, comme de réduire la pollution de l'air et donc de prévenir les maladies et les décès qui sont causés par cette pollution, ou encore de réduire la sédentarité. Les gens se mettront à plus bouger, disons, pour se déplacer, et donc ça améliorera également la santé de la population. Et puis, avoir un mode de vie qui soit respectueux de la planète, ça ne veut pas dire sans confort. C'est tout à fait possible de mettre fin à l'extrême pauvreté, pardon, sans provoquer une explosion des émissions de gaz à effet de serre. Mais pour ça, il faut bien s'y prendre. Et une des choses à faire, c'est de renforcer la coopération internationale et l'aide aux pays en développement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie qu'on consomme aujourd'hui, toutes ces énergies fossiles, c'est grâce à elles qu'on a le confort dans lequel nous vivons tous, ou en tout cas les Occidentaux majoritairement. Tous ces pays riches qui ont le plus produit ces gaz à effet de serre, eh bien ils ont réussi à produire ces gaz à effet de serre, malheureusement on va dire aujourd'hui, mais en tout cas ils ont réussi à faire ça grâce aux technologies, et ces technologies elles ont été accessibles grâce aux énergies. Sans l'énergie, on n'aurait pas toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Alors de dire aux pays qui sont en développement, vous ne pouvez pas utiliser l'énergie, c'est un petit peu leur dire, vous ne pouvez pas vous développer et atteindre le niveau de confort que nous on a et atteindre les technologies que nous on a. C'est quelque chose de très égoïste, et donc le GIEC a fait ses calculs, et pour atteindre nos objectifs climatiques, tout en respectant aussi le développement des pays en développement, eh bien les pays riches, qui sont responsables historiquement des émissions de gaz à effet de serre, ils doivent financer la transition écologique des pays en développement à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Cet argent, il existe,
il est mis en partie dans des subventions publiques pour des combustibles fossiles, comme je te l'ai dit. Et donc, ce n'est pas une question d'aller chercher de l'argent qui n'existe pas. Cet argent existe déjà et il faut le remettre à la bonne place. Alors, où est-ce qu'on en est avec l'atténuation? Où est-ce qu'on en est au niveau des politiques mondiales? Finalement, les pays qui se sont engagés à limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici 2100, ils doivent partager leur stratégie pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le problème, c'est que, vu le contenu de leur stratégie, eh bien, le GIEC estime qu'on se dirigeait plutôt vers un réchauffement de 2,8 degrés d'ici 2100. Le problème numéro 2, c'est que vu la mise en œuvre de ces stratégies, c'est-à-dire qu'on a choisi un certain nombre de plans d'action, mais vu la façon dont on met en place ces plans d'action, eh bien, on se dirige plutôt vers un réchauffement de plus 3,2 degrés d'ici 2100. Et donc, la réalité inexorable, c'est qu'il va falloir s'adapter. Il va falloir s'adapter aux conséquences du changement climatique qui sont déjà existantes. On l'a vu, je te l'ai déjà dit la semaine dernière, et on le voit tous les jours, on le voit chaque année avec des étés de plus en plus secs, des sécheresses de plus en plus longues, de moins en moins de précipitations, des hivers de moins en moins froids en termes de pic de température, de moins en moins de précipitations de neige, etc., etc., des catastrophes naturelles qui s'augmentent, bref. Tout ce dont on a déjà parlé nous montre bien ce changement climatique qui est déjà là. Et donc, globalement, l'humanité, elle a progressé dans son adaptation au changement climatique, et ça, c'est assez cool, on peut être fier de nous, c'est chouette. Mais on peut mieux faire. La plupart des mesures en fait, d'adaptation qui sont mises en place de manière inégale et ou fragmentée, on va dire, eh bien, ça réduit en fait leur efficacité et même, ça peut provoquer des injustices. Il vaut mieux financer ces mesures en aidant les pays en développement et en intégrant un maximum les populations locales, principalement les peuples autochtones, dans le processus. Ça, c'est primordial. Si on a envie de s'adapter de la meilleure des manières, il faut que tout le monde soit inclus dans les adaptations que nous mettons en place. Et il faut faire attention à la mauvaise adaptation ou à ce que je te disais la semaine dernière, la maladaptation, les fausses bonnes idées, si on veut. Parce que déjà, c'est pas 100% efficace, mais en plus, ça peut être contre-productif. Je te donnais l'exemple la semaine dernière à long terme de construire des digues en dur sur le bord de la mer pour prévenir la montée des eaux. C'est bien sympa, mais ça va servir à rien sur le long terme. Qu'est-ce qui change dans ce rapport par rapport à la synthèse précédente? En fait, par rapport à la synthèse du GIEC qui date de 2014, ce qui change, c'est que les risques qui sont liés au changement climatique et leur impact à long terme, en fait, ils sont bien plus élevés que ce qui avait été prévu et évalué dans le rapport de 2014. On est bien plus que ce qui avait été dit. Les niveaux de réchauffement de la planète, ils sont bien plus élevés de environ 0,19 degrés que ce qui avait été calculé avant. Et ça, c'est dû à l'utilisation de données qui sont plus précises et plus complètes. C'est pas dû forcément à un changement ou à un non-changement de l'activité humaine. C'est surtout dû au fait que le GIEC, eh bien, ils ont eu des données qui étaient plus précises que 2014 et que les années précédentes, et que par conséquent, ils ont pu faire des estimations encore plus précises, et on se rend compte que les estimations qui avaient été faites, bien qu'elles étaient assez justes, elles étaient en deçà de la réalité. Donc ça, c'est un problème qui a été soulevé dans cette synthèse. Ce qui est soulevé dans cette synthèse aussi, c'est qu'il y a une meilleure prise en compte de manière générale de la responsabilité humaine dans les événements de météo extrêmes comme les vagues de chaleur ou les cyclones tropicaux. Il y a également une plus grande urgence d'agir dans ce rapport. Ce qui est expliqué, c'est que des solutions existent. Il y en a, mais il est très très urgent d'agir, sans quoi on sera à un point de non-retour. Et puis, il y a de plus en plus de politiques et de lois à l'échelle mondiale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est vraiment le point positif du rapport, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place. Ce n'est pas suffisant encore, mais en tout cas, on va dans le bon sens et on avance. Et c'est assez cool de voir qu'il y a des choses positives. Et puis, eh bien, malheureusement, il y a dans ce rapport, il y a une meilleure évaluation du financement des mesures d'adaptation. Et bon, sans surprise, pour le moment, ce financement des adaptations, il n'est pas suffisant, quoi. Ça, c'est comme ça. Donc voilà un peu le rapport du GIEC qui nous dit, en gros, il y a des solutions, elles existent et il y a plein,
plein de petites solutions qui peuvent être mises en place. Il est primordial que les pouvoirs publics mettent en place ces solutions et nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, en tant qu'électeurs, en tant qu'individus, on a la possibilité d'influencer à la fois le choix de nos politiques en allant voter, en décidant que nos politiques communales, nos politiques régionales ou nos politiques nationales puissent être adaptées à ce changement climatique. C'est notre rôle de citoyen de pouvoir agir dans ce sens-là. C'est notre rôle aussi en tant que consommateur de faire attention à l'usage que l'on peut faire de notre voiture, de prendre l'avion pour aller faire un voyage d'un week-end alors qu'on aurait peut-être pu prendre le train. Voilà, des adaptations comme ça dans nos modes de comportement qui demandent un tout petit peu d'effort dans la réalité, mais qui ont un grand impact s'ils sont faits à l'échelle d'un pays ou même du monde. Il est clair qu'aujourd'hui, l'urgence est très présente, très pressante, et que à ce rythme-là, l'humanité, alors pas nous, hein, pas toi, pas moi, parce que c'est pas notre génération qui va souffrir le plus de ça, ce sera sans doute pas la génération de nos enfants qui vont quand même en souffrir énormément, mais qui ne seront pas le plus impactés, mais on parle de la génération qui arrive encore ensuite, et puis des générations futures de manière générale. Donc, voilà, aujourd'hui tu sais ce qu'il te reste à faire. Je voulais aussi te dire, qu'est-ce qu'il en est? Quelles sont les prochaines étapes finalement pour le GIEC? Comme je te l'ai dit, hein, le GIEC il fonctionne par cycle, avec pour chaque cycle, grosso modo, la publication de trois rapports et d'une synthèse. Et cette synthèse, elle marque la fin d'un cycle. Et donc la synthèse dont je viens de te parler marque la fin du sixième cycle. Et donc elle sera utilisée, cette synthèse-là, pour le prochain rendez-vous international sur le climat, qui est la COP28. Elle sera utilisée comme base pour évaluer les stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays du monde. Et comme tu as pu le voir au-dessus, le bilan pour le moment, il n'est pas joli, quoi. Et donc, le septième cycle du GIEC, il devrait commencer prochainement. Et donc, la prochaine synthèse, elle n'est pas pour tout de suite, quoi. Donc voilà, si tu veux plus de détails sur cette synthèse, je te mets en résumé, en description de l'épisode, le résumé du deuxième rapport et du troisième rapport. Je te mets tous les liens pour que tu puisses aller par toi-même relire le rapport de synthèse ou les rapports précédents. Je te mets également les liens sur lesquels je me suis appuyé pour pouvoir te faire cette émission et puis les gens qui ont contribué à décortiquer cette synthèse. Et je voulais finir avec une petite métaphore que j'ai trouvée aujourd'hui et c'est Arthur Aubeuf, un des cofondateurs de Team for the Planet. Je te mettrai également les liens dans la description. Vraiment une personnalité géniale. Moi, j'aime beaucoup, que je suis depuis un petit moment et qui a fait une publication sur LinkedIn et que je voulais te partager parce que j'ai beaucoup aimé sa métaphore. Alors voilà, il parle de ce qui s'est déjà passé en France, le fait qu'il y ait une centaine de villages l'été dernier qui a été coupé d'eau parce qu'il n'y avait plus assez d'eau pour eux. Donc on parle d'une centaine de villages, de communes en France. Une centaine de communes qui n'avaient pas assez d'eau pour passer la sécheresse. Il parle des problématiques de permis de construire qui sont arrêtés dans le Var parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour pouvoir répondre à la demande. Il parle des problématiques de l'agriculture dans les Pyrénées actuellement qui doivent restreindre certains produits pour pouvoir économiser l'eau, pour prévoir en cas d'incendie que les pompiers puissent avoir suffisamment d'eau pour éteindre, etc., etc. Enfin voilà, son post est assez chouette. Tu peux aller le retrouver sur LinkedIn. Arthur Aubeuf. Et puis, il parle surtout, il termine son post, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé et que je voulais te partager, avec la métaphore du marshmallow. Le marshmallow test, c'est un test qui a eu lieu dans les années 70 aux États-Unis par une équipe de scientifiques. Et puis, ce marshmallow test, en Californie, c'était par le professeur Walter Mischel. Et donc ce marshmallow test était le suivant, on mettait un enfant dans une pièce avec un marshmallow, et puis on lui disait, tu peux le manger tout de suite, tu as le droit, et puis si tu ne le manges pas tout de suite et que tu attends un quart d'heure, eh bien tu en auras un deuxième. Et donc voilà, c'était un test psychologique pour la motivation, etc. Les enfants qui ont fait ce test ont été suivis et il s'avère que les enfants qui ont réussi à résister et à attendre le deuxième marshmallow, eh bien de manière générale, ont eu une meilleure carrière professionnelle, ils ont fait des études universitaires, ils ont eu une meilleure situation professionnelle, une vie familiale plus épanouie et ils étaient en meilleure santé. De manière générale, quand on les a suivis depuis 50 ans. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, Marshmallow Test, surtout? Eh bien, il nous dit qu'aujourd'hui, finalement, on est un peu dans l'expérience et le dilemme du marshmallow. Si on refuse de changer aujourd'hui,
les choses que nous aujourd'hui on refuse de changer au nom d'une certaine liberté, de se dire j'ai envie de prendre l'avion quand j'en ai envie, j'ai envie de manger autant de viande que ce que je veux, j'ai envie de, eh bien en fait toute cette liberté que nous prenons aujourd'hui, le test du marshmallow et cette métaphore, c'est de se dire si on se retient un petit peu aujourd'hui, eh ben on gardera cette liberté-là pour demain et on pourra continuer à consommer peut-être un peu de viande, à voyager un petit peu en avion, etc., à évoluer un petit peu, mais avec un peu moins que ce qu'on a aujourd'hui. Mais en ayant un peu moins aujourd'hui, eh bien on en aura pour beaucoup plus longtemps et on arrivera à préserver notre environnement et surtout bah, l'espèce humaine. Donc voilà, je te laisse avec cette métaphore du chamallow et c'est justement sur ce dernier petit test que je te laisse. J'espère que l'épisode t'a plu. Je te laisse tous les liens dans la description pour que tu puisses aller faire les recherches par toi-même. J'espère que tu as appris des choses sur le changement climatique et le test, le rapport du GIEC. Et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 16 de Ensemble, impactons demain. Salut!